vendredi studieux pour 658 000 lycéens qui planchaient sur la première épreuve du bac, la philo. Il y a 50 ans, le 10 juin 1944, une division SS massacrait 642 habitants d'Oradour-sur-Glane. François Mitterrand et Édouard Balladur se sont tous deux recueillis dans ce village martyr. Clôture de la campagne pour les élections européennes ce soir. Le Premier ministre a appelé les Français à ne pas s'abstenir dimanche. Madame, Monsieur, bonsoir. Une œuvre d'art peut-elle être immorale? Vaste question offerte à la dissertation des candidats bacheliers de 3 académies ce matin. La session 94 du baccalauréat, la 186e depuis sa création par Napoléon, a débuté aujourd'hui pour 658 299 élèves de terminale avec les épreuves de philo. Commentaire Agnès Molinier. Il y a ceux qui affrontaient seuls l'épreuve et ceux qui venaient en famille. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour elle là ce matin? Bah rien, avec moi. Disons que pensez à elle, quoi. Je pense que ça ira. Voilà. Allez, là. Allez, ciao. Bon courage, allez, suis les recommandations. Ouais. Et l'angoisse de la feuille blanche a commencé. Elle a duré 4 heures. Pour certains, ce fut le trou, dès la mi-temps. C'est très dur. Les sujets sont, comment dire, assez abordables, mais très complexes. Vous avez pris quel sujet? J'ai pris le deuxième sujet. Sur le travail? Non, pas sur le travail, sur la... Je suis un peu perdu. J'ai pas pris le deuxième sujet finalement, j'ai pris le premier. Peut-être plus d'inspiration et je pense qu'à la fin, je me suis rendu compte que j'avais fait un gros merdier. À midi, ça va mieux. Ils se retrouvent et ils se rassurent. Parler du système génétique avec le problème qu'il y a eu avec les femmes ménopausées. Et avant de se séparer, ils font même un bilan de ce que leur a apporté leur année de philosophie. Je crois que même sans en lire et même sans en faire, on en fait tout le temps, donc voilà. En étudiant l'histoire des hommes, on apprend sur nous-mêmes et peut-être sur notre avenir, donc je pense que c'est toujours nécessaire. Je crois qu'en philosophie, ce qui reste, c'est beaucoup plus une formation, par exemple l'analyse conceptuelle, qu'un contenu, que des connaissances particulières. Plus terre à terre, ce qui reste ce soir, c'est beaucoup de travail pour les professeurs. Ils ont chacun 200 copies à corriger. C'est une évolution tout à fait symptomatique de notre société. Le baccalauréat professionnel créé en 1985 est de plus en plus convoité. Les 35 bacs professionnels ont en effet attiré cette année 15% de candidats supplémentaires. Les épreuves, dans tous les sens du terme, ont commencé lundi et pour la première fois, une équipe de télévision, à savoir Chantal Kimerlin et Bernard Connor, a pu suivre ces épreuves de bout en bout en suivant des candidats au bac hôtellerie dans un lycée parisien. Un bac pro, c'est professionnel. L'ambiance est feutrée, mais la mise en scène est concoctée et mijotée pour que ce dîner-là ait le goût d'une épreuve. Assis, les vrais faux clients. Plus vrai que faux d'ailleurs, ce n'est pas parce qu'on ne paye pas la note pour un soir qu'on doit être plus coulant, n'est-ce pas? Moi je ne laisse rien passer parce que j'adore cuisiner, c'est ma passion. Alors j'aime pas quand je vais dehors être mal servi. Que c'est pas trop cuit, enfin voilà, on est difficile. Et ceux qui sont visés, ce sont les 7 candidats au bac, 18-20 ans, déjà la tenue du maître d'hôtel, ne pas peu parfait, l'angoisse aussi est là, mains et gestes fébriles. Merci, ça ira quand même? Ça ira, ça ira. Enfin, dernière composante de ce dîner très convivial, les examinateurs, collés aux candidats, l'œil et le stylo, toujours prompts à noter tout fait et geste. Quelle note? Je ne peux pas vous le dire. J'ai noté la découpe de la quiche, qui ma foi aurait pu être mieux, mais je ne peux rien vous dire au niveau de la notation. 3 heures de service en salle, 10 clients pour chaque candidat, il faut faire preuve d'initiative, jongler avec des plats qu'il manque et ce qu'il faut vendre, connaître les produits du terroir, tous les fromages. Au fait, ça vient d'où ce beau murol? La région Nord-Pas-de-Calais. Non, c'est le Maroc. C'est Maroc. Je sais pas. Comme les 35 autres bacs pro, le bac hôtellerie séduit de plus en plus de jeunes, même s'ils n'ont pas planché sur la philosophie aujourd'hui. Je sais pas à quoi ça sert la philo plus tard, quoi. Et vous, là, votre bac? Bah, un peu à rentrer sur le milieu du travail, quoi. Tout de suite? Tout de suite, oui. Vous êtes fier de votre bac? Assez.
Les apprentis philosophes de l'Académie de Paris ont eu ce matin à disserter sur un texte de Saint-Augustin sur la guerre. Les ravages de la guerre plus que jamais d'actualité aujourd'hui alors que l'on célébrait à Oradour-sur-Glane le martyr de ce village. Il y a 50 ans, le 10 juin 1944, 642 habitants massacrés ou brûlés vifs à l'intérieur de l'église par les SS de la division Das Reich. Reportage Antoine Cormery, Alain Racheveau. Instantané en noir et blanc d'une vie qui s'est arrêtée aux portes de l'été. Oradour-sur-Glane avant-guerre était comme tant d'autres un village sans histoire du Limousin. Mais l'histoire s'est arrêtée définitivement une après-midi de juin 1944. Cet après-midi est toujours dans mon esprit et dans ma tête et ne me quitte jamais. De toute façon, il m'arrive de rêver comme tout le monde. Moi, je n'ai jamais rêvé autre chose qu'à Oradour, l'ancienne Oradour. Au milieu des herbes folles émergent des ruines, celles d'un village martyr, rayé de la carte par les troupes SS de la division Das Reich remontant vers le nord pour la bataille de Normandie. 50 ans après, lorsqu'ils évoquent le massacre des 642 villageois, la douleur est la même pour les rares rescapés. Ma mère et ma sœur, parce que j'avais une sœur de 20 ans, elles ont été brûlées dans l'église. Et mon père, il a été brûlé dans la branche Lodi. Mon père avait été blessé à la guerre de 14, il n'avait plus qu'une jambe. Alors il a été brûlé là-bas, il a été brûlé vif. Donc c'est ici que les nazis ont fait brûler 205 enfants. Depuis le passage des nazis, plus rien n'a changé à Oradour. Un autre village a été construit à proximité, mais les ruines que l'on visite sont restées debout pour témoigner à jamais de la folie des hommes. Les nazis sont entrés à Oradour le 10 juin 1944. C'est un peu sous ce que je pensais. Je ne pensais pas que c'était cette façon-là. Il est plus ferré. Première fois, mais je suis vraiment émue. Vraiment. De Grenoble. Mais jamais j'aurais pensé. Voyons, on nous disait c'est brûlé, l'église a été détruite, on ne se rend pas compte. En 1953 s'est ouvert à Bordeaux le procès du massacre. Parmi les Waffen-SS se trouvaient 14 Français originaires d'Alsace, incorporés contre leur gré. Un seul était volontaire. Sa peine de mort fut commuée en réclusion à perpétuité avant qu'il ne soit gracié à la fin des années 50. La haine, faut pas en parler. Si la haine existait, on se battrait encore aujourd'hui. Mais moi, je pars d'un principe quand même, et j'ai quand même toujours une devise. Pour moi, c'est ni haine ni oubli. Le président de la République et le Premier ministre ont tous deux commémoré le cinquantenaire du martyr de ce village de Haute-Vienne. L'occasion pour François Mitterrand et pour Édouard Balladur d'exalter la solidarité et l'unité nationale. Sur place pour France 2, Marc Maisonneuve, Yves Barbe. Au milieu des ruines, le silence. Le silence en hommage aux 642 personnes massacrées il y a 50 ans par les Allemands. Un silence brièvement interrompu par le chef de l'État, le premier à être venu à Oradour-sur-Glane dans l'exercice de ses fonctions. Là où, dira François Mitterrand, les morts ont pu se croire abandonnés. Près du cimetière, au chant de 7 enfants, succède l'appel du président de la République aux jeunes d'Europe. Nous ne voulons pas que cela recommence. Il appartient aux générations prochaines de bâtir un monde où les oratoires ne seront plus possibles. En écho à François Mitterrand, le Premier ministre rappellera qu'en un tel lieu, les querelles politiciennes semblent terriblement dérisoires. Devant l'association des victimes d'Oradour, Édouard Balladur évoque l'unité nationale. La vertu de ces commémorations, outre le culte qui est rendu à ceux qui ont souffert et ont été martyrisés, c'est de nous ramener à l'essentiel. C'est-à-dire que nous sommes les uns et les autres des Français, des hommes et des femmes qui, pour l'essentiel, respectent les mêmes idéaux, ont les mêmes convictions. Devant ces ruines évoquant l'horreur des massacres, ces convictions paraissent discrètes aux jeunes qui vivent là. Je pense qu'on devrait prendre un peu plus conscience et ça devrait servir de leçon, ça devrait servir de leçon pour le monde entier. Ce soir, Oradour-sur-Glane et ses 642 martyrs sont à nouveau dans le silence du recueillement. Lundi soir à 20h50, France 2 diffusera un téléfilm consacré précisément au procès des responsables de ce massacre. Procès qui s'est ouvert en janvier 1953 devant le tribunal militaire de Bordeaux. Cela sur un scénario rédigé par Sylvain Joubert, paru aux éditions Flammarion, Un crime de guerre.
L'occasion également de vous signaler la mise en vente d'une cassette de Nuremberg à Nuremberg, un document tout à fait exceptionnel, conçu par Frédéric Rossif pour, selon ses propres termes, pour réveiller les mémoires, avec un texte de Philippe Meyer, version intégrale et inédite de 4 heures. Les européennes du 12 juin, dimanche prochain, clôture de la campagne ce soir à minuit. Pas mal d'électeurs de la majorité sont quelque peu perplexes devant le combat que se livre Dominique Baudis, qui mène la liste officielle, RPR-UDF, et le dissident Philippe de Villiers. Ces deux hommes ont-ils un public réellement différent? Jérôme Catala et Christophe Vignal ont profité de 2 meetings successifs à Lyon pour se livrer à une petite étude comparée sur un échantillon pas totalement représentatif. Prenez une ville française, Lyon par exemple, où dans la même semaine, Dominique Baudis et Philippe de Villiers tiennent réunion publique. Première différence, l'organisation. Du côté de la liste d'union, la logistique et RPR, une machine bien rodée. Fonctionnement plus artisanal du côté de la liste de la majorité pour l'autre Europe, les partisans du député de la Vendée affichent un militantisme actif. Mais en fait, le vrai clivage reste bien Maastricht. Ceux qui, ce soir-là, sont venus écouter les ténors de l'UDF ou du RPR ont majoritairement répondu oui à Maastricht et sont sûrs de leur vote. Certains, comme Christophe, étudiant en BTS, se posent encore des questions. Mon cœur balance plutôt vers Philippe de Villiers, pour le respect au moins de l'union de la France. Bon, je viens aussi ici pour avoir des idées et entendre le discours de Dominique Baudis. Pour lui, le test Baudis ne sera pas concluant. D'autres, au contraire, ont accroché. Je trouvais que l'ensemble des orateurs de la majorité nous a vraiment convaincus qu'il fallait voter pour eux et que leurs objectifs étaient excellents. 3 jours plus tard, Christophe va écouter Philippe de Villiers. Le pourfendeur du traité de Maastricht attaque tous azimuts. Christophe est séduit. C'est d'abord un discours qui est courageux, je pense, qui est concret. On me parle de choses qui nous touchent, on me parle des problèmes qui nous touchent, et peut-être beaucoup plus partisan, mais en tout cas beaucoup plus concret. C'est le seul qui ose dire carrément ce que nous pensons, les valeurs traditionnelles de la France. Bref, pour les électeurs de la majorité, le choix entre Dominique Baudis et Philippe de Villiers pourrait bien dépasser dimanche le débat européen. Même confusion à gauche, où la liste MRG de Bernard Tapie a quelque peu piétiné les plates-bandes du socialiste Michel Rocard. Duel à fleur et moucheté entre les deux hommes sur fond d'ambition présidentielle. Commentaire Roland Sicard. Pendant toute la campagne, ils auront beaucoup voyagé. Jamais dans le même avion, rarement dans les mêmes villes. Michel Rocard d'un côté, Bernard Tapie de l'autre. Tous deux se veulent de gauche, tous deux visent donc, au moins en partie, le même électorat. Alors, c'est la loi du genre, ils ne se seront pas épargnés. Bernard Tapie d'abord, quand il parle de Rocard, il dit Michel, mais quand il donne des conseils, cela ressemble à des avertissements. S'il veut être un jour président de la République, il va falloir qu'il comprenne que pour être à gauche, il faut être à gauche, il faut l'annoncer, il faut le dire, il faut le clamer, ça se mérite, ça se décrète pas. Michel Rocard, lui, se sera évertué à ne pas prononcer le nom de Bernard Tapie. Une stratégie simple, parler de la concurrence, c'est déjà lui faire de la publicité. Alors, la grande idée du patron du PS, c'est le rassemblement de la gauche, avec Tapie, mais aussi avec les écologistes, les communistes, les syndicalistes. La nouvelle alliance, tout est là. Cette nouvelle alliance, elle peut être porteuse d'espoir, de générosité, d'ambition collective. Et elle s'inscrira, disons-le clairement, dans une perspective que dessinent les prochaines élections qu'on vient de jumeler, les prochaines élections présidentielles et municipales. Et l'avenir électoral, justement, c'est toute la question. Car si Tapie et Rocard ne se sont pas épargnés, dimanche soir, nul doute qu'ils additionneront leurs voix pour faire le total de la gauche. En politique, c'est comme ça, même si les routes paraissent éloignées, souvent, elles finissent par se croiser. Michel Rocard qui a reçu cet après-midi le soutien de Jacques Delors, l'actuel président de la Commission européenne. C'était à l'occasion d'un colloque organisé par le club Initiative dans un grand hôtel parisien. Un rendez-vous pris depuis longtemps, mais le hasard fait parfois bien les choses. En fin d'après-midi, le Premier ministre a lancé un appel solennel aux Français pour qu'ils fassent leur devoir électoral dimanche. Moi, je souhaite qu'on vote, car je souhaite que la France soit plus présente, plus entendue, plus écoutée qu'elle ne l'était dans la précédente Assemblée européenne,
Comme cette Assemblée va avoir des pouvoirs accrus en vertu des traités qui ont été signés en 1992, il est de notre intérêt national de voter dimanche prochain. Dernier point avant de clore pour ce soir ce chapitre des Européennes, à la suite de l'information diffusée hier soir lors de notre débat, indiquant que l'on ne sait pas encore exactement si les amis de Bernard-Henri Lévy vont déposer des bulletins de vote. Le professeur Schwarzenberg, tête de liste de l'Europe commence à Sarajevo, tient à faire savoir que les bulletins de vote ont été déposés dans les délais légaux et qu'ils seront disponibles dans les bureaux de vote. À l'étranger, près de 300 prisonniers palestiniens libérés par Israël sont entrés ce matin à Jéricho après bien des négociations. La plupart d'entre eux, en effet, n'avaient aucune envie de se rendre dans cette ville et les nouvelles autorités palestiniennes ne désiraient pas davantage les accueillir. Reportage de nos envoyés spéciaux Olivier Lerner, Patrick Voix. Un étrange convoi plonge à toute allure sur Jéricho. À cet instant, ces 300 prisonniers, libérés par anticipation, n'imaginent pas qu'ils vont participer toute la nuit à une formidable partie de ping-pong entre les Israéliens qui ne veulent plus les voir et les Palestiniens qui ne veulent pas les voir entrer dans Jéricho. Convoi bloqué, regard figé, il est 2 h du matin lorsqu'un petit miracle se produit sur cette route déserte, en plein désert. Faisal Husseini apparaît, c'est l'un des bras droits de Yasser Arafat. Cette affaire va lui gâcher sa nuit. Ces ex-prisonniers doivent rentrer chez eux immédiatement. Il ne faut pas qu'ils restent 1 minute de plus ici. Non mais qu'est-ce que vous voulez dire à Jéricho? Ils ne sont pas les bienvenus? Il y en a qui habitent Ramallah ou Naplouse. On les attend là-bas, mais pas ici. On n'est pas prêt d'accepter le fait qu'ils s'installent tous à Jéricho. Sous haute surveillance israélienne, les ex-prisonniers font leurs petits besoins. Il est 4 h du matin, le secteur est soudain déclaré zone interdite, il faut partir. Au petit matin, la liste des prisonniers libérés est affichée. Un accord a été trouvé. Les policiers palestiniens vont les accueillir pour 48 heures. On les trouve dans un parc où ils goûtent l'air étouffant de Jéricho. Ce n'est pas tout à fait le bonheur que l'on peut lire à travers ses regards. Lui a tué 3 Palestiniens qui collaboraient avec l'armée israélienne. Moi, je me sens dans la peau d'un exilé ici. La liberté, c'est bien, mais je n'ai rien à faire à Jéricho. Il n'y a que les mamans qui sont heureuses dans cette histoire. Piégés par la guerre et l'intifada, les hommes, eux, estiment aujourd'hui qu'ils sont victimes de la paix. La Chine a procédé ce matin à un essai nucléaire souterrain, cela en dépit du moratoire respecté par les autres grandes puissances atomiques. Du côté de l'Elysée, on affirme que ce test nucléaire chinois ne constitue pas un élément nouveau de nature à modifier l'analyse de la situation faite par François Mitterrand. En Colombie, les opérations de secours se poursuivent après le tremblement de terre de lundi dans le sud-ouest de ce pays. Tremblement de terre qui avait provoqué des coulées de boue et des inondations et qui ont emporté au moins 4 villages. Près de 600 cadavres ont déjà été sortis des décombres, mais ce bilan est très loin d'être définitif. Et puis on vient de l'apprendre, une fuite a été découverte mardi à la centrale nucléaire de Tchernobyl dans un bassin de stockage de combustible irradié. Selon le directeur de l'agence ukrainienne de sûreté nucléaire, cette fuite n'a pas entraîné d'augmentation notable de la radioactivité, mais selon un autre expert ukrainien également, cette fuite pourrait avoir des conséquences catastrophiques. Le bassin en question contient des barres de combustible qui proviennent d'un des 4 réacteurs qui a été arrêté en 1992 après un très grave incendie. En France, les prix de détail ont augmenté le mois dernier dans une fourchette de 0,2 à 0,3% selon les estimations provisoires des experts de l'INSEE. En année mobile, l'inflation devrait donc s'établir entre 1,7 et 1,8%. Autre indicateur statistique, la moitié des salariés du secteur privé en France gagnent moins de 8 250 francs par mois et le quart, moins de 4 650 francs. Selon l'INSEE, globalement et bien sûr toujours en moyenne, on a assisté l'an dernier à une diminution des rémunérations de 0,6% en francs constants. La commission des opérations de bourse, la COB, a placé sous surveillance le titre de la Générale des Eaux. Cette action est l'objet de mouvements spéculatifs importants depuis plusieurs jours en raison des rumeurs de corruption qui visent ce groupe, mais aussi son grand concurrent, la Lyonnaise des Eaux du Mez, et cela à la suite de la publication d'un livre de l'ex-juge Thierry Jean-Pierre sur la corruption précisément. Jérôme Monod, le président de la Lyonnaise des Eaux, a annoncé aujourd'hui que son groupe allait engager des poursuites contre ces accusations qualifiées de totalement irresponsables. Enquête, Léo Lamberton, Pascal Golomer. Ils n'en reviennent pas. Dans ces sociétés de bourse, on gère des portefeuilles d'actions, dont bien sûr 2 des valeurs phares de la place de Paris,
la Lyonnaise des Eaux et la Générale des Eaux. Deux valeurs que les investisseurs étrangers vendent à tour de bras. En 5 jours à peine, ces actions ont perdu près de 10%. Vous voyez que la chute est totalement spectaculaire et qu'elle est déconnectée même du marché lui-même. Ici, sur la courbe un petit peu plus claire, c'est le CAC 40 et là, c'est le graphique de la Générale des Eaux. Alors voilà, moi je n'ai pas le souvenir d'avoir vu une chute aussi brutale, aussi forte en si peu de temps. Tout est parti d'un document qu'a rédigé le juge Jean-Pierre, aujourd'hui candidat sur la liste de Philippe de Villiers. Son titre, le livre noir de la corruption. Avec une accusation, 80% de la corruption politique est organisée par 2 grands groupes. Ils ne sont pas nommés, beaucoup traduisent, Lyonnaise des Eaux et Générale des Eaux, les 2 poids lourds de la distribution d'eau, partenaires obligés des élus. Cette semaine, l'événement du jeudi titre d'ailleurs sur l'empire de la Générale des Eaux, qualifié de plus grand corrupteur de France, entre guillemets. Aujourd'hui, les 2 groupes contre-attaquent et veulent porter plainte. Ce sont des propos inadmissibles et irresponsables. On mélange tout, on exagère tout. Savez-vous qu'aucun jugement n'a condamné une entreprise ou la Compagnie Générale des Eaux? C'est pour ces raisons que nous allons engager les procédures judiciaires avec Maître Brodin, que nous avons choisi comme avocat, pour obtenir condamnation et réparation de l'ensemble de ces préjudices. Mardi, le Wall Street Journal aux États-Unis compare même la France à l'Italie et dénonce les rapports malsains entre la politique et le monde des affaires, les pots de vin et l'argent sale. Des rumeurs et des attaques qui atteignent une bourse de Paris déjà mal en point depuis le début de l'année. Dans notre grande série, on en apprend tous les jours. Une étude comparative réalisée par des chercheurs lyonnais, publiée dans la très sérieuse revue médicale britannique Lancet, semble démontrer qu'un régime alimentaire méditerranéen permet une réduction de 70% du risque de mourir d'infarctus chez les récidivistes. Enquête à Lyon, Jean-Daniel Fézaquet, Michel Janoulatos. A priori, Félix Mello fait son marché. En fait, il achète le dernier cri des médicaments dans le domaine de la cardiologie, des aliments. Explication, il y a 3 ans, Félix fait un infarctus. Le risque, c'est la récidive, souvent grave. Alors des chercheurs lyonnais ont une idée. En Crète, le taux d'infarctus est le plus bas du monde occidental. Mangez comme les Crétois et voyons ce qui va se passer, propose-t-il, à 600 victimes d'infarctus. Fruits et légumes tous les jours, de l'ail, de l'oignon, du pain, des céréales, de l'huile d'olive, mais aussi un joker, une margarine très spéciale, expérimentale, à base d'huile de colza. Elle remplace l'huile d'olive, mais également les noix et le pourpier que consomment les Crétois, c'est-à-dire des substances qu'on ne consomme guère plus, des substances ou des aliments qu'on ne consomme guère plus et qui sont parfois difficiles à trouver, comme le pourpier. Grâce à ces corps gras particuliers, grâce aussi à l'apport important en vitamines C et E apporté par ce mode d'alimentation, les résultats sont spectaculaires. 60% de mortalité en moins dans le groupe qui a choisi de vivre à la crétoise par rapport aux malades qui vivaient avec un régime traditionnel. Et puis surtout un muscle cardiaque qui se refait une santé sans se priver. Il y a peu d'interdits, il y a quelques interdits, mais je dirais que l'extra est autorisé. On peut de temps en temps décrocher de cette diététique-là. Là, au Pentecôte, on a une réunion de famille, on a mangé. Enfin, on a fait un couscous. Ouais, mais pas... Enfin, il n'a pas mangé trop de viande. Non, non. Mais les céréales, c'est permis. Les céréales, c'est permis. Les légumes, les céréales, les viandes, les viandes blanches, les pois chiches, les haricots blancs, les... C'est bon, tout est bon. Donc vous pouvez recommencer de faire un couscous bientôt. Ah oui. Elle le fait bien? Ah, ma femme, non. Elle ne sait pas le faire. Non, Ceux qui ne rient pas du tout, ce sont bien sûr les fabricants d'huile qui vendent autre chose que du colza et de l'huile d'olive, et bien sûr l'industrie laitière. Ils vont dire que les études sont incomplètes, qu'il faut confirmer, et qu'il est bien sûr encore trop tôt pour pouvoir trancher. Il a bien failli frôler l'infarctus, ce brave curé de Speracedes, une commune de l'arrière-pays niçois, qui a craqué en pleine cérémonie de mariage, et cela à cause du chahut provoqué par quelques-uns des invités à la noce, et qui a sorti tout le monde de l'église, à commencer par les mariés qui ont donc été privés de bénédiction. Reportage Valérie Hermite, Didier Beaumont. Ce devait être le plus beau jour de sa vie, mais ce fut la plus grande déception qu'elle ait connue. Samedi dernier, alors que Vanessa s'apprêtait à dire oui pour toujours à son fiancé, l'abbé Savinel, qui devait les marier, a refusé en pleine cérémonie de les unir. Motif, il y avait selon lui trop de bruit. Là, on entend les enfants qui parlent derrière. C'est ça qui dérangeait monsieur le curé. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il nous a dit sortez tout de suite et vous reviendrez lundi avec vos témoins. On pensait, mes témoins, ils sont de Paris, il y en a une qui est de Bordeaux. Il aurait dû dire après, dire s'il y avait quelque chose qui lui avait pas plu, mais pas
pas nous punir comme ça. Ça faisait 6 mois qu'on préparait ce mariage. L'histoire de Vanessa et Thierry a vite fait le tour du village et une pétition de 80 noms pour demander le départ du curé est même partie en direction de l'évêché. Beaucoup de gens sont choqués, hein, c'est lamentable. Hein. Il y a beaucoup à dire sur le curé. Il n'a pas voulu enterrer ma belle-mère, il n'a pas voulu faire la messe d'Eucharistie à ma fille qui s'est mariée. Pourquoi? Ah ben je ne sais pas. Si c'est vrai qu'on faisait du chahut à l'église, le père a eu raison de faire ce qu'il a fait, je pense. Une version évidemment partagée par l'abbé Savinel que nous avons joint au téléphone. La fête, pour moi, c'est pas le tapage, c'est pas le chahut. Faut pas me prendre pour ce que je ne suis pas, monsieur. C'est-à-dire? Ben, je fais les choses sérieusement. S'ils viennent à l'église, qu'ils respectent le lieu. Une affaire de clocher qui a failli tourner en véritable affaire d'État dans le village si la mairie n'avait pas jugé prudent de ne pas s'en mêler au nom de la sacro-sainte séparation de l'Église et de l'État. Voilà, un jour prochain, après bénédiction bien sûr, et peut-être dans une autre église, Vanessa et Thierry finiront bien par partir en voyage de noces. Et dans notre série On n'arrête pas le progrès, j'ai le plaisir de leur apprendre que le vénérable guide Michelin, qui fête ses 94 ans cette année, vient de se moderniser. Désormais, gastronomique rime avec électronique. Reportage exclusif pour France 2, Patrice Pelé, Philippe Montoisy. Ancien, ou nouveau, 94 années séparent ces deux guides Michelin. La dernière évolution se décline maintenant sur circuit intégré. À l'intérieur de la mémoire, 4000 restaurants, 6000 hôtels. Vous pourrez vérifier s'il y a une piscine ou un golf ou si votre toutou est accepté. Pour la recherche d'un restaurant, les 3 premières lettres de son nom suffisent, suivi de la région où il se trouve. Ensuite, c'est magique ou presque. C'est simple, mais il faut un peu d'apprentissage. Voilà, tout petit peu. Le Michelin papier, évidemment, est un succès et appartient à la culture française depuis le début du siècle. Le Michelin électronique garde toute la tradition de la culture Michelin sur une nouvelle technologie. Donc on verra quels sont les clients qui sont plus attirés par ces nouveaux supports. Le guide Michelin est réédité tous les ans, mais ils ont pensé à tout. À votre tour, changez de disquette pour 300 francs, le boîtier à 800 francs, vous le garderez indéfiniment. À la fin du mois, et pour la première fois, le guide se retrouvera au rayon électronique, un déplacement stratégique qui laisse un certain vague à l'âme. C'est simplement un outil technologique, un peu de technologie, mais l'intérêt c'est aussi de toucher les pages et de préparer son voyage. À la fin du mois, le guide électronique sera mis en vente. Ceux qui n'aiment pas les temps modernes pourront toujours s'asseoir dessus. L'ancien guide, de toute façon, est particulièrement solide. Et dans notre série Le Sport, vite à l'heure de l'Europe, alors que le Tour de France avait fait l'an dernier une escapade outre-Manche, cette fois c'est le Giro, le Tour d'Italie, qui franchit la frontière avec une arrivée cet après-midi dans la station française des Deux Alpes. Yann Lavoie. Le Giro franchissait les Alpes aujourd'hui. 11 ans que le Tour d'Italie n'avait pas fait une petite incursion en France. Pour cette occasion, on avait gâté les coureurs, 206 km entre Cuneo et les Deux Alpes, avec l'Izoard et le Lotare à gravir. Bref, une rude étape de montagne pour le maillot rose, le russe Evgeny Berzin. Il avait à surveiller l'Italien Pantani et l'Espagnol Indurain, ses 2 rivaux pour la victoire finale. Une journée donc de stratégie pour les meilleurs, et c'est Pantani qui a été le plus actif. Il a tenté de nombreuses attaques, mais qui ont toutes échoué. Enfin, on se serait quand même cru dans le Tour de France, avec ses rebondissements, comme cette crevaison d'Indurain. Finalement, la victoire d'étape est revenue à un Ukrainien, Vladimir Poulnikov, à gauche, qui a battu au sprint le Colombien Rodriguez. Berzin, lui, a été impérial. Il est arrivé en compagnie de ses 2 principaux adversaires, Pantani et Indurain. Evgeny Berzin a donc fait l'affaire du jour. Il conserve son maillot rose et il est tout proche désormais de remporter le premier grand tour de sa carrière. Arrivée finale dans 2 jours à Milan. Si vous aimez la satire et l'ironie mordante, la pièce du Viennois Arthur Schnitzer devrait vous séduire. Les journalistes, c'est le titre. C'est une comédie féroce qui règle leur compte aux plumitifs opportunistes de la belle époque, avant la Première Guerre mondiale. Une vision du monde médiatique d'une noirceur absolue, mais qui reste tout à fait d'actualité. C'est au théâtre de la Colline, dans une mise en scène de Lavelli. Reportage Jean-Jacques Dufour et Christian Houtin. Dans cette pièce, l'auteur pose le problème des convictions. En avoir ou pas? Peut-on, même avec talent, écrire une chose un jour et son contraire le lendemain? Je ne pensais pas que dans un journal indépendant, la personnalité d'un ministre était a priori intouchable. Mais il n'y a pas de règle générale. Un journaliste doit avoir du flair, sentir à quel moment il peut ou non taquiner l'amour-propre d'un ministre. Autour de ce thème, les convictions, Schnitzer a écrit une comédie satirique qui épingle la presse avec brio. Opportunisme, démagogie, copinage, l'auteur ne fait pas de cadeau à la profession.
une charge à gros traits, c'est une caricature. Mais c'est une réflexion sur l'état du monde via la presse. Ça pourrait aussi être via le politique ou les gens qui communiquent en général. La communication, comme on dirait maintenant, je crois que la télévision, par exemple, pourrait être alpaguée par Schnitzler maintenant s'il devait écrire cette pièce maintenant. Ces morts sont non seulement les victimes de leur insubordination, mais surtout les victimes d'une société où la mort n'est pas répartie à part égale. Particulièrement à la mémoire de ce garçon de 12 ans. D'accord, 12 est plus efficace. Gardez 12. À la mémoire de cet enfant de 10 ans. Oh. Quel talent! Pour servir le texte percutant et drôle des comédiens de talent, entre autres Marc City, Michel Aumont, Gérard Lartigot. Vous aimez la noirceur et la critique que fait Schnitzer du monde de la presse? Complètement. Complètement, il a tout à fait raison. Il avait déjà raison à l'époque, et aujourd'hui, il serait peut-être un peu plus féroce. Et aujourd'hui, vous écrivez une chose, et hier, c'est au contraire, et vous vous prétendez journaliste? Mais vous êtes une pestilence! Écrite au début du siècle, la pièce reste un miroir très actuel. J'espère qu'il y a beaucoup de journalistes intelligents pour non se passer, se reconnaître, mais en plus pour en rire. Georges Lavelli en demande peut-être beaucoup. Enfin, ce qui est sûr, c'est qu'autour des interrogations de l'auteur sur la sincérité, la conviction et la vérité, le public, lui, rit de bon cœur. Amnesty International organise ce soir un grand concert au Zénith à Paris avec notamment le chanteur sud-africain Johnny Clegg et son groupe Savka. Concert donné dans le cadre de la campagne mondiale lancée par cette organisation contre les assassinats politiques et autres disparitions entre guillemets mystérieuses de militants des droits de l'homme et opposants dans un certain nombre de régimes totalitaires. Pour terminer ce journal, cette dernière information à Marseille, les prud'hommes ont confirmé le licenciement d'un jeune enseignant renvoyé d'une école confessionnelle pour avoir distribué des préservatifs à ses élèves après un cours sur le sida. Dans quelques minutes, les plaisirs de la nuit, mais en compagnie du commissaire Maigret, alias Bruno Kremer. Vers 22h30, le Bouillon de Culture, diffusé de Beyrouth. Vers minuit, dernier journal, Catherine Sellac, bon anniversaire à Patachou et au prince Philippe. Dans un instant, la météo de Nathalie Riouet et le point route de Valérie Maurice. Je vous laisse méditer sur ce sujet de philosophie. L'usage de la raison est-il une garantie contre l'illusion? Je ramasserai les copies demain à 13h. Très très bonne soirée, merci.